Après avoir dîné un peu à la hâte, ils allèrent prendre leurs billets au guichet. Le général reconnut le soldat qu'il avait vu la veille à l'Ange gardien. 3 billets, Moutier, 3 de première, s'écria le général. Moutier lui en passa 2 et en garda un, sans comprendre le motif de cette nouvelle fantaisie du général. Celui-ci donna un des billets au soldat, qui le suivait de près. Le soldat porta la main à son képi et remercia le général quand il l'eut rejoint. Ils montèrent tous 3 dans le même wagon, Moutier ayant été expédié en éclaireur pour garder les 3 places. Pendant la route, le général fit plus ample connaissance avec le soldat, qui avait fait, comme lui, la campagne de Crimée. La réserve polie du soldat, ses réponses claires et modestes, son ensemble honnête et intelligent plurent beaucoup au général. Facile à engouer et toujours extrême dans ses volontés, il résolut de l'attacher à son service à tout prix, le soldat lui ayant appris qu'il était libre, sans occupation et sans aucune ressource pécuniaire. Le voyage se passa, du reste, sans événement majeur, par-ci, par-là, quelques légères discussions du général avec les employés, avec ses voisins du wagon, avec les garçons de table d'hôte. On finissait toujours par rire de lui et avec lui, et par y gagner soit une pièce d'or, soit un beau fruit, ou un verre de champagne, ou même une invitation à visiter sa terre de Gromiline, près Smolensk, quand il ne serait plus prisonnier. Ils arrivèrent aux eaux de Bagnoles, près d'Alençon. En quittant la gare, le soldat voulut prendre congé du général. Le général. Comment? Pourquoi voulez-vous me quitter? Vous ai-je dit ou fait quelque sottise? Me trouvez-vous trop ridicule pour rester avec moi? Le soldat. Pour ça, non, mon général, mais je crains d'avoir déjà été bien indiscret en acceptant toutes vos bontés, et... Le général. Et, pour m'en remercier, vous me plantez là comme un vieil invalide plus bon à rien. Merci, mon cher, grand merci. Le soldat. Mon général, je serais très heureux de rester avec vous. Le général. Alors, restez-y, que diantre. Le soldat regardait d'un air indécis Moutier, qui retenait un sourire et qui lui fit signe d'accepter. Le général les observait tous deux, et, avant que le soldat eût parlé. Le général. À la bonne heure. C'est très bien. Vous restez à mon service, je vous donne 100 francs par mois, défrayés de tout. Quoi, qu'est-ce? Vous n'êtes pas content? Alors je double, 200 francs par mois. Le soldat. C'est trop, mon général, beaucoup trop, nourrissez-moi et payez ma dépense, ce sera beaucoup pour moi. Le général. Qu'est-ce à dire, monsieur? Me prenez-vous pour un ladre? Me suis-je comporté en grigot à votre égard? De quel droit pensez-vous que je me fasse servir pour rien par un brave soldat, qui porte la médaille de Crimée, qui a certainement mérité 100 fois ce que je lui offre, et dont j'ai un besoin urgent, puisque je me trouve sans valet de chambre, que je suis vieux, usé, blessé, maussade, ennuyeux, insupportable? Demandez à Moutier, qui se détourne pour rire, il vous dira que tout ça c'est la pure vérité. Répondez, Moutier, rassurez ce brave garçon. Moutier, se retournant vers le soldat. Ne croyez pas un mot de ce que vous dit le général, mon cher, et entrez bravement à son service. Vous ne rencontrerez jamais un meilleur maître. Le général. Je devrais vous gronder de votre impertinence, mon ami, mais vous faites de moi ce que vous voulez. Allons chercher un logement pour nous 3. Comment vous appelez-vous, s'adressant au soldat? Le soldat. Jacques Dérigny, mon général. Le général. Je ne peux pas vous appeler Jacques, pour ne pas confondre avec mon petit ami Jacques, vous serez Dérigny pour moi et pour Moutier. Ils arrivèrent au grand hôtel de l'établissement. Le général arrêta pour un mois le plus bel appartement au rez-de-chaussée et s'y établit avec sa suite. Le garçon lui demanda s'il fallait aller chercher son bagage. Le général le regarda avec ses grands yeux malins, sourit et répondit, « J'ai tout mon bagage sur moi, mon garçon. » Ça vous étonne? C'est pourtant comme ça. Et, ces messieurs font partie de ma suite, mon garçon ils ne sont pas mieux montés que moi. Le garçon regarda le général d'un air sournois et sortit sans mot dire. Le général, se doutant bien de ce qui allait se passer, se frottait les mains et riait. Peu d'instants après, le maître d'hôtel entra d'un air fort grave, salua légèrement et dit au général, l'hôte. « Monsieur, on a commis une erreur en vous indiquant ce bel appartement, il est promis, et vous ne pouvez y rester.
Le général, d'un air décidé. Vraiment? Et pourtant j'y resterai, oui, monsieur, j'y resterai. L'hôte. Mais, monsieur, puisqu'il est retenu. Le général. J'attendrai, monsieur, que la personne en question soit arrivée, et je m'arrangerai avec elle, en attendant, j'y reste, puisque j'y suis. L'hôte. Monsieur, quand on n'a pas de bagages, on paye d'avance. Le général cligna de l'œil, en regardant Moutier, et fit semblant d'être embarrassé, il se gratta la tête. Monsieur, dit-il, jamais on ne m'a fait des conditions pareilles, je n'ai jamais payé d'avance. C'est que, monsieur, riposta l'hôte d'un air demi-impertinent, les gens qui n'ont pas de bagages ont assez souvent l'habitude de ne pas payer du tout, quand on ne les fait pas payer d'avance. Le général. Monsieur, ces gens-là sont des voleurs. L'hôte. Je ne dis pas non, monsieur. Le général. Ce qui veut dire que vous me prenez pour un voleur. L'hôte. Je ne l'ai pas dit, monsieur. Le général. Mais il est clair que vous le pensez, monsieur. L'hôte se tut. Le général se plaça à 6 pouces de lui, le regardant bien en face. Monsieur, vous êtes un insolent, et moi je suis un honnête homme, un brave homme, un bon homme et je suis le comte d'Ourakine, monsieur, général prisonnier sur parole, monsieur, et j'ai 600 000 roubles de revenus, monsieur, et voici mon portefeuille bourré de billets de 1000 francs, il montre son portefeuille, et voici ma sacoche, il tire la sacoche de la poche de Moutier, et je vous aurais payé votre appartement le double de ce qu'il vaut, monsieur, et je l'aurais payé d'avance, monsieur, un mois tout entier, monsieur, et maintenant vous n'aurez rien, car je m'en vais me loger ailleurs, monsieur. Venez, Moutier, venez, d'Érigny. Il fit un pas, l'hôte l'arrêta, veuillez m'excuser, monsieur le comte. Je suis désolé, pouvais-je deviner? Mon garçon me dit que vous n'avez pas même une chemise de rechange. L'année dernière, monsieur, j'ai été volé ainsi par un prétendu comte autrichien, qui était un échappé du bagne et qui m'a fait perdre plus de 2000 francs. Veuillez me pardonner, monsieur le comte, nous autres, pauvres aubergistes, nous sommes si souvent trompés. Si monsieur le comte savait combien je suis désolé. Le général. Désolé de ne pas empocher mes pièces d'or, mon brave homme, hein. L'hôte. Je suis désolé que monsieur le comte puisse croire, allons, allons, en voilà assez, dit le général en riant. Combien faites-vous votre appartement par mois et la nourriture première qualité, pour moi et pour mes amis, qui doivent être traités comme des princes? L'hôte réfléchit en reprenant un air épanoui et en saluant plus de 20 fois le général et ses amis comme il les avait désignés. L'hôte. Monsieur le comte, l'appartement, 1000 francs, la nourriture, comme monsieur le comte la demande, 1000 francs également, y compris l'éclairage et le service. Le général. Voici 2000 francs, monsieur. Laissez-nous tranquilles, maintenant. L'hôte salua très profondément et sortit. Le général regarda Moutier d'un air triomphant et dit en riant. Le pauvre diable! A-t-il eu peur de me voir partir? Au fond, il avait raison, et j'en aurais fait autant à sa place. Nous avons l'air de 3 chevaliers d'industrie, de francs voleurs. 3 hommes sans une malle, sans un paquet, qui prennent un appartement de 1000 francs. Moutier. Tout de même, mon général, il aurait pu être plus poli et ne pas nous faire entendre qu'il nous prenait pour des voleurs. Le général. Mon ami, c'est pour cela que je lui ai fait la peur qu'il a eue. À présent que nous voilà logés, allons acheter ce qu'il nous faut pour être convenablement montés en linge et en vêtements. Le général partit, suivi de son escorte, il ne trouva pas à Bagnoles les vêtements élégants et le linge fin qu'il rêvait, mais il y trouva de quoi se donner l'apparence d'un homme bien monté. Il voulut faire aussi le trousseau de Moutier et de D'Érigny, et il leur aurait acheté une foule d'objets inutiles, si tous deux ne s'y fussent vivement opposés. Le séjour aux eaux se passa très bien pour le général, qui s'amusait de tout, qui faisait et disait des originalités partout, qui invitait toutes les personnes gaies et agréables à venir le voir en Russie, à Gromilin, près Smolensk, qui mangeaient et buvaient toute la journée. Moutier et D'Érigny passèrent leur temps posément, un peu tristement, car Moutier attendait avec impatience l'heure du retour, qui devait le ramener et le fixer à jamais à l'Ange Gardien, près d'Elphi, et D'Érigny était en proie à un chagrin secret qui le minait et qui altérait même sa santé. Moutier chercha vainement à gagner sa confiance, il ne put obtenir l'aveu de ce chagrin. Le général lui-même eut beau demander, presser, se fâcher, menacer,
jamais il ne put rien découvrir des antécédents de Dérigny. Jamais aucun manquement de service ne venait agacer l'humeur turbulente du général, jamais Dérigny ne lui faisait défaut, toujours à son poste, toujours prêt, toujours serviable, exact, intelligent, actif, il était proclamé par le général la perle des serviteurs. Du reste, insouciant pour tout ce qui ne regardait pas son service, il refusait l'argent que lui offrait le général, et quand celui-ci insistait. « Veuillez me le garder, mon général, je n'en ai que faire à présent. » Quand vint le jour du départ, le général était radieux, Moutier bondissait de joie, Dérigny restait triste et grave. On partit enfin après des adieux triomphants pour le général, qui avait répandu l'or à pleines mains à l'hôtel, au bain, partout. Plus de 200 personnes le conduisirent avec des bénédictions, des supplications de revenir, des vivats, qu'il récompensa en versant dans chaque main un dernier tribut de la fortune à la pauvreté. Le voyage ne fut pas long. Partis le matin, nos 3 voyageurs arrivèrent pour dîner à Loumigny, et pas à pied, comme au départ. Madame Blidaut, Elfie, Jacques et Paul, qui avaient été prévenus par Moutier de l'heure du retour, les reçurent avec des cris de joie. Moutier présenta Dérigny à Madame Blidaut et à Elfie. Lorsque Moutier lui amena Jacques et Paul pour les embrasser, Dérigny les saisit dans ses bras, les embrassa plus de 10 fois. Et se troubla à tel point qu'il fut obligé de sortir. Moutier et les enfants le suivirent. Moutier. Qu'avez-vous, mon ami? Quelle agitation! Dérigny. Mon Dieu! Mon Dieu! Soutenez-moi dans cette nouvelle épreuve. Oh! Mes enfants! Mes pauvres enfants! Jacques s'approcha de lui les larmes aux yeux, le regarda longtemps. C'est singulier, dit-il en passant la main sur son front, papa a dit comme cela quand il est parti. Dérigny. Comment t'appelles-tu, enfant? Jacques. Jacques. Dérigny. Et ton frère? Jacques. Paul. Dérigny poussa un cri étouffé, voulut faire un pas, chancela, et serait tombé si Moutier ne l'avait soutenu. Dérigny. Dites-moi pour l'amour de Dieu, cette dame d'ici, est-elle votre maman? Oui, dit Paul. Non, dit Jacques, Paul ne sait pas, il était trop petit, notre vraie maman est morte, celle-ci est une maman très bonne, mais pas vraie. Et, votre père? Demanda Dérigny d'une voix étranglée par l'émotion. Jacques. Papa? Pauvre papa. Les gendarmes l'ont emmené. Jacques n'avait pas fini sa phrase que Dérigny l'avait saisi dans ses bras, ainsi que Paul, en poussant un cri qui fit accourir le général et les 2 sœurs. Le pauvre Dérigny voulut parler, mais la parole expira sur ses lèvres, et il tomba comme une masse serrant encore les enfants contre son cœur. Moutier avait amorti sa chute en le soutenant à demi, aidé des 2 sœurs, il dégagea avec peine Jacques et Paul de l'étreinte de Dérigny. Lorsque Jacques put parler, il fondit en larmes et s'écria. C'est papa, c'est mon pauvre papa. Je l'ai presque reconnu quand il a dit, mes pauvres enfants, et surtout quand il nous a embrassés si fort, c'est comme ça qu'il a dit et qu'il a fait quand les gendarmes sont venus. Le cri poussé par Dérigny avait attiré aux portes presque tous les voisins de l'Ange Gardien, et un rassemblement considérable ne tarda pas à se former. Les premiers venus répondaient aux interrogations des derniers accourus. Qu'est-ce? Demandait une bonne femme. C'est un homme qui vient de tomber mort de besoin. Pourquoi les petits pleurent-ils? Parce qu'ils ont bon cœur, ces enfants. Ce n'est-il pas terrible de voir un homme mourir de besoin à votre porte? Voyez donc ce gros, comme il se démène. Il va tous les écraser, s'il tombe dessus. C'est le monsieur que les bourniers ont assassiné. Comment donc qu'il a fait pour en revenir? C'est parce que le grand zouave l'a mené aux eaux, ça l'a tout remonté. Dérigny ne reprenait pas connaissance, malgré les moyens énergiques du général, des claques dans les mains à lui briser les doigts, de la fumée de tabac à suffoquer un ours, de l'eau sur la tête à noyer un enfant, rien n'y faisait, la secousse avait été trop forte, trop imprévue. Moutier commençait à s'inquiéter de ce long évanouissement. Il se relevait pour aller chercher le curé, lorsqu'il le vit fendre la foule et arriver précipitamment à Dérigny. Le curé. Qu'y a-t-il?
Un homme mort, me dit-on. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt? Moutier. Pas mort, mais évanoui, monsieur le curé, il vient de tomber par suite d'une joie qui l'a saisi. Le curé s'agenouilla près de Derigny, lui tâta le pouls, écouta sa respiration, les battements de son cœur, et se releva avec un sourire. Ce ne sera rien, dit-il, ôtez-le d'ici, couchez-le sur un lit bien à plat, bassinez le front, les tempes avec du vinaigre, et faites-lui avaler un peu de café. Après avoir donné encore quelques avis, le curé, se voyant inutile, retourna chez lui. Jacques. Mon bon ami Moutier, laissez-moi embrasser mon pauvre papa avant qu'il soit mort tout à fait, je vous en prie, je vous en supplie. Tante Elfie ne veut pas. Moutier tourna la tête et vit le pauvre Jacques à demi agenouillé, les mains jointes, le regard suppliant, le visage baigné de larmes. Moutier. Viens, mon pauvre enfant, embrasse ton papa et ne t'effraie pas, il n'est pas mort, et dans quelques instants il t'embrassera lui-même, et te serrera dans ses bras. Jacques remercia du regard son ami Moutier et se jeta sur son père qui l'embrassa à plusieurs reprises. Derigny, au contact de son enfant, commença à reprendre connaissance, il ouvrit les yeux, aperçut Jacques et fit un effort pour se relever et le serrer contre son cœur. Moutier le soutint, et l'heureux père put à son aise couvrir de baisers ses enfants perdus et tant regrettés. Après les premiers moments de ravissement, Derigny parut confus d'avoir excité l'attention générale, il se remit sur ses pieds, et, quoique tremblant encore, il se dirigea vers la maison, tenant ses enfants par la main. Arrivé dans la salle, suivi du général, de Moutier et des deux sœurs, il se laissa aller sur une chaise, regarda avec tendresse et attendrissement Jacques et Paul qu'il tenait dans chacun de ses bras, et, après les avoir encore embrassés à plusieurs reprises. « Excusez-moi, mon général, dit-il, veuillez m'excuser. Mesdames, j'ai été si saisi, si heureux de retrouver ces pauvres chers enfants que j'ai tant cherchés, tant pleuré, que je me suis laissé aller à m'évanouir comme une femmelette. Chers enfants, comment se fait-il que je vous retrouve ici, avec une maman, une tante, un bon ami? » Derigny sourit en disant ces mots et jeta un regard reconnaissant sur les deux sœurs et sur Moutier. Jacques. Deux bons amis, papa, deux. Le bon général est aussi un bon ami. Derigny tressaillit en s'entendant appeler papa par son enfant. Derigny, l'embrassant. Tu avais la même voix quand tu étais petit, mon Jaco, tu disais papa de même. Mon bon ami, dit le général avec émotion, je suis content de vous voir si heureux. Oui, sapristi, je suis plus content que si, j'avais épousé toutes les femmes des eaux, que si j'avais adopté Moutier, Elfie, Porchonnet. Je suis content. Derigny. Grand merci, mon général. Mais comment se fait-il que mes enfants se trouvent ici à plus de 20 lieues de l'endroit où je les avais laissés? Madame Blido. C'est le bon Dieu et Moutier qui nous les ont amenés, mon cher monsieur. Jacques. Et aussi la Sainte Vierge papa, puisque je l'avais priée comme ma pauvre maman me l'avait recommandé. Derigny. Mon bon Jaco. Te souviens-tu encore de ta pauvre maman? Jacques. Très bien, papa, mais pas beaucoup de sa figure, je sais seulement qu'elle était pâle, si pâle que j'avais quelquefois peur. Derigny l'embrassa pour toute réponse et soupira profondément. Jacques. Vous êtes encore triste, papa. Et pourtant vous nous avez retrouvés Paul et moi. Derigny. Je pense à votre pauvre maman, cher enfant, c'est elle qui vous a protégé près du bon Dieu et de la Sainte Vierge et qui vous a amené ici. Mon bon Moutier, comment avez-vous connu mes enfants? Moutier. Je vous raconterai ça quand nous aurons dîné, mon ami, et quand les enfants seront couchés. Ils savent cela, eux, il est inutile qu'ils me l'entendent raconter. Le général. Et vous, mon cher, comment se fait-il que vous ayez perdu vos enfants, que vous ayez fait la campagne de Crimée, que vous n'ayez pas retrouvé ces enfants au retour? Vous n'avez donc ni père, ni mère, ni personne? Derigny. Ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, mon général. Voici mon histoire, plus triste que longue. J'étais fils unique et orphelin, j'ai été élevé par la grand-mère de ma femme, qui était orpheline comme moi, la pauvre femme est morte, j'avais tiré au sort, j'étais le dernier numéro de la réserve, pas de chance d'être appelé.
Madeleine et moi nous restions seuls au monde, je l'aimais, elle m'aimait, nous nous sommes mariés, j'avais 21 ans, elle en avait 16. Nous vivions heureux, je gagnais de bonnes journées comme mécanicien menuisier. Nous avions ces 2 enfants qui complétaient notre bonheur, Jaco était si bon que nous en pleurions quelquefois, ma femme et moi. Mais voilà-t-il pas, au milieu de notre bonheur, qu'il court des bruits de guerre, j'apprends qu'on appelle la réserve, ma pauvre Madeleine se désole, pleure jour et nuit, moi parti, je la voyais déjà dans la misère avec nos 2 chérubins, sa santé s'altère, je reçois ma feuille de route pour rejoindre le régiment dans un mois. Le chagrin de Madeleine me rend fou, je perds la tête. Nous vendons notre mobilier, et nous partons pour échapper au service, je n'avais plus que 6 mois à faire pour finir mon temps et être exempte. Nous allons toujours tantôt à pied, tantôt en carriole, nous arrivons dans un joli endroit, à 20 lieues d'ici. Je loue une maison isolée où nous vivons cachés dans une demi-misère, car nous ménageons nos fonds, n'osant pas demander de l'ouvrage de peur d'être pris, ma femme devient de plus en plus malade, quand elle fut plus mal, elle demanda monsieur le curé, qui vint la voir plusieurs fois et, lorsque je la perdis, il fallut faire ma déclaration à la mairie et donner mon nom. 3 semaines après, le jour même où je venais de donner à mes enfants mon dernier morceau de pain et où j'allais les emmener pour chercher de l'ouvrage ailleurs, je fus pris par les gendarmes et forcé de rejoindre sous escorte, malgré mes supplications et mon désespoir. Un des gendarmes me promit de revenir chercher mes enfants. J'ai su depuis qu'il ne l'avait pas pu de suite, et que plus tard il ne les avait plus retrouvés. Arrivé au corps, je fus mis au cachot pour n'avoir pas rejoint à temps. Lorsque j'en sortis, je demandai un congé pour aller chercher mes enfants et les faire recevoir enfants de troupe. Mon colonel, qui était un brave homme, y consentit. Quand je revins à Kerbignac, il me fut impossible de retrouver aucune trace de mes enfants, personne ne les avait vus. Je courus tous les environs nuit et jour, je m'adressai à la gendarmerie, à la police des villes, je dus rejoindre mon régiment et partir pour le Midi, sans savoir ce qu'étaient devenus ces chers bien-aimés. Dieu sait ce que j'ai souffert. Jamais ma pensée n'a pu se distraire du souvenir de mes enfants et de ma femme. Et, si je n'avais conservé les sentiments religieux de mon enfance, je n'aurais pas pu supporter la vie de douleur et d'angoisse à laquelle je me trouvais condamné. Tout m'était égal, tout, excepté d'offenser le bon Dieu. Voilà toute mon histoire, mon général, elle est courte, mais bien remplie par la souffrance.